voilà, moi je vais juste très rapidement présenter ces trois interventions sur l'état des lieux actuel de la presse. Monsieur Assouline, vous allez commencer sur la concentration des médias. Vous êtes sénateur de Paris, vous êtes également le vice-président de la commission du Sénat Culture, Éducation et Communication. Et ce qui est important aujourd'hui, rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias. Christophe Deloire est secrétaire général de Reporters sans frontières. Il va nous parler de l'état de la presse dans le monde. Et je sais qu'il devait être accompagné, et je voulais le saluer, d'Antoine Bernard, qui est dans la salle, et qui est le directeur général adjoint de Reporters sans frontières. Et ensuite, pour finir, Aurélien Souchère, qui est le chef de la rubrique politique de l'Humanité, nous parlera des nouveaux vecteurs d'information. Donc, pour commencer, Monsieur Assouline, j'ai oublié de vous dire, que vous êtes également spécialiste, historien, spécialiste de l'histoire de l'immigration. Donc, on vous écoute sur la concentration des médias. Merci. Oui. Avec cette spécialité-là. Écoutez, c'est vaste, combien de temps? Ah oui, à peu près 10 minutes, 15 minutes à 20 minutes au plus pour permettre le débat. D'accord. Écoutez, bon, on va dire que je parle là comme parlementaire qui suit depuis un certain nombre d'années la question de la presse, la question des médias, sur la production culturelle et qui, de façon assez constante depuis maintenant plus de 15 ans, bagarre pour la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. J'ai décidé de ne plus me représenter, donc c'est mes derniers mois, et je me suis retourné en me disant qu'est-ce que tu as apporté. Et la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir obtenu, par un concours de circonstances aussi, mais il faut savoir les saisir, dans la réforme de la Constitution de 2008, de Nicolas Sarkozy, j'étais contre, mais j'ai proposé un amendement à l'article 34 de la Constitution pour consacrer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias à l'article 34. Rachida Dati, qui était au banc des ministres comme ministre de la Justice, a cru qu'elle pouvait balayer ça d'un revers de la main, en disant ça sert à rien, ça y est déjà. Ça a été voté, et comme il fallait que ce soit conforme et que ça nous venait de l'Assemblée nationale, une révision constitutionnelle, il faut qu'à la virgule près on voit la même chose, ils n'ont pas osé la toucher au retour, et ça a été soumis au Congrès tel quel, et donc dans la Constitution, à l'article 34, c'est consacré, et d'ailleurs depuis, tous ceux qui veulent faire des recours, engager des procédures pour défendre la liberté, l'indépendance ou le pluralisme des médias, s'appuient sur cet article. Donc c'est le sens de pourquoi j'ai présenté avec mon groupe la demande de constituer une commission d'enquête, notre niche parlementaire. On a le droit tous les ans, les groupes politiques, à avoir une commission d'enquête ou une mission d'information sans subir la censure de la création par la majorité du Sénat. Et donc nous, on a choisi ça, et parce qu'il y avait un double objectif. Le premier objectif, c'était de poser sur la place publique un débat qui n'avait pas lieu et qui est pourtant fondamental pour la démocratie et pour la façon dont elle va s'exercer dans les années qui viennent de façon de plus en plus visible, criante, en partant d'une conviction qui se résume dans cette phrase de Victor Hugo en 1871. La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Je suis persuadé que le suffrage universel n'a pas de sens autre que le plébiscite d'un dictateur, d'un tout-puissant,
si les gens n'ont pas la possibilité de choisir entre les différentes options du gouvernement. Et d'ailleurs, c'est Napoléon III qui avait installé ce suffrage d'appel au peuple plébiscite. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la résurgence de demandes de référendum à tout va, attention. C'est-à-dire qui allait jusqu'à, en même temps qu'il interdisait la liberté de la presse. C'est-à-dire que le seul choix était celui-là. Et donc la liberté de la presse, qui est conçue en France dans le droit comme la base juridique de la liberté d'expression en général, la liberté d'expression se concentre dans cette loi, qui est une loi pas seulement pour la presse, mais qui est la loi de la liberté d'expression en France. Eh bien, ça va ensemble. Je suis convaincu que si on avait le droit de vote et qu'il n'y avait pas de liberté de la presse, on serait en dictature. Et inversement, s'il y a la liberté de la presse, mais tu n'as pas la possibilité de choisir qui tu veux pour gouverner, on serait en dictature. Donc les deux vont de pair. Donc c'est un combat fondamental. Si cette liberté est atteinte ou annulée ou réduite, c'est comme si on abolissait le suffrage universel. Si c'est la même chose, si c'est de la même nature, de la même importance. Et ça, il y a moins de conscience. Donc c'est la base de cet engagement et de cette conviction profonde. Bien entendu, ça a toujours été un combat. Bien entendu, il y a toujours eu des possédants économiques ou alors des pouvoirs politiques qui ont essayé de faire main basse sur la presse. Et dans toutes les générations, on a connu ces bagarres, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont pris une proportion aujourd'hui inégalée, parce que cette concentration se cache derrière un phénomène paradoxal. C'est que vous avez le sentiment, on a le sentiment, et ce n'est pas seulement un sentiment, ce sont des chiffres que j'expose dans le rapport, qu'il y a beaucoup plus de chaînes de télé et d'offres qu'avant. Chaînes de télé, chaînes de radio, n'en parlons pas, et puis multiplication de titres. À part dans la presse écrite, il y a un tassement des titres parce qu'il y a eu un ravage dans la presse magazine en particulier, mais le problème, c'est que ce phénomène se double d'un plus petit nombre jamais atteint de propriétaires. C'est-à-dire une offre éditoriale, entre guillemets, pas sur le fond, mais éditoriale de titre, voilà, une offre de titre très importante. On dit donc, regardez le pluralisme quand même, c'est génial. Et derrière, quand on regarde qui possède, un plus petit nombre, de plus en plus petit. On va dire, c'est la formule, il y a 9 milliardaires qui détiennent l'ensemble du paysage médiatique. C'est à peine une caricature. Mais on a le droit aussi à la caricature, parce que elle ne déforme pas complètement le message, c'est une réalité. Quand on a voulu légiférer, et toutes les démocraties ont légiféré, pour éviter des trop grandes concentrations. Et c'est un grand libéral, c'était Alain Léotard, qui a fait cette loi de 86 sur la liberté de communication, qui avait pour but de permettre la liberté de communication, mais avec des bornes. Toutes ces bornes posées à ce moment-là n'ont plus de sens, parce que le paysage lui-même, médiatique, a explosé. À l'époque, qu'est-ce qu'on a dit? Et on est tout le temps régi par ça. Attention aux concentrations horizontales, c'est-à-dire dans un même métier, entre guillemets, pas un métier, mais dans un même domaine, alors on va dire la télé, on ne peut pas posséder plus que tant. Ça a été 3, maintenant on dit 7 chaînes. Sur la TNT. Donc même ça, on a étendu, mais c'est horizontal. En nombre de types de presse, pareil. C'est dans la même ou de radio. Ensuite, on a aussi légiféré en disant ce qu'on a appelé les concentrations triangulaires. On ne peut pas être présent dans plus de 2 types de médias sur les 3 qui existaient. Télé, presse écrite, radio.
Et donc, il y avait des limitations dans cette loi. Si on était en presse écrite, on pouvait être en télé, mais pas en radio. Si on était en radio et en télé, on ne pouvait pas être en presse écrite, etc. Ça, c'est la loi d'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des concentrations verticales. Où, en réalité, les propriétaires se mettent sur l'ensemble de la production de chaînes de valeur et la postale. De la diffusion télé, de la diffusion écrite, de la diffusion radio, mais aussi le processus même de fabrication et même d'arrivée chez vous, c'est-à-dire les tuyaux. Et c'est pour cela qu'on se rend compte que sur les 4 grands opérateurs, et encore, on l'aurait fait il y a quelques temps, on les aurait tous, les 3 grands opérateurs de télécom sont propriétaires massivement dans le domaine des médias. Free, Yel, vous savez tout ce qui concerne la presse, c'est pas le plus gros de tous, Altis, avec Drahi, c'est BFM, RMC, etc. Et il est encore à Libération. Ça bouge. Possède Libération. Même si c'est un actionnariat un peu spécial. Et puis, Bouygues, qui détient TF1 et qui détient Bouygues, Télécom. Bon, il y a Orange qui est de côté, mais Orange, à un moment, a voulu aussi. C'est juste son échec industriel dans le domaine de la culture, des chaînes télé, etc., qui fait qu'il n'est pas. Donc, ça vous montre. C'est-à-dire qu'ils détiennent tout, jusqu'à l'arrivée chez vous. Ou pas. Ils décident que ça ne doit pas arriver chez vous. Mais ils investissent dans la production, l'information de contenu culturel, et ils possèdent des chaînes, des radios, des télés, tout à la fois. Ce qui a fait un peu la une, parce que c'était le plus... Enfin, au moment de la commission d'enquête, il y avait 2 sujets d'actualité majeurs pour nous. Il y avait une concentration horizontale, à nouveau, qui posait problème. C'était le projet de fusion M6-TF1. Dans le domaine de la télé, donc là c'est pas... Il y avait donc il y avait 2 sujets dans l'actualité. La fusion envisagée est quasiment faite, on nous l'a présenté comme ça, entre TF1 et M6. Finalement, je pense que le débat qu'on a provoqué par la commission d'enquête, qui n'a pas pu tout faire, mais personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de concentration dans les médias à ce moment-là, parce qu'on a permis ce débat public, au moins. Après, on a un peu moyen avec une commission d'enquête, je vais revenir à la fin, pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais en tous les cas, cette fusion n'a pas eu lieu. Et heureusement qu'on a des autorités qui régulent dans notre pays. Et une autorité qu'on ne soupçonnait pas de gambouchie, qui est l'autorité de la concurrence, qui, elle, a mis débattu de cette fusion, et qui est à l'origine du fait que cette fusion n'est pas lieu, parce qu'elle a considéré, au vu du marché, que cette concentration allait provoquer un abus déloyal de concurrence, et notamment dans le domaine des prix de production, mais aussi de la publicité, du marché de la publicité, puisque acteur, peut-être, je ne sais pas, à 80% du secteur, il imprimerait, donnerait et édicterait sa loi dans tous les domaines du privé. Le danger, indépendamment des chefs qui ne sont pas, c'est pas Bolloré, ils n'ont jamais trop été dans l'intrusion dans l'information des groupes ces derniers temps, en tous les cas, oui, de M6. Mais indépendamment de ça, cette concentration, il fallait juste se dire qu'à l'heure du journal de 20 heures, c'était la captation de quasiment les 3/4 des Français. Donc, un autre patron, une autre volonté politique des propriétaires, plus agressive ou plus idéologique, ou plus comme Bolloré, lui, le fait, et l'assume. Derrière le projet économique, lui, il a un projet idéologique et très dangereux pour la démocratie, et atteint au plus mal. Et puis, il y avait l'actualité de Bolloré, qui
lui, s'est étendu dans le domaine de la télé, a commencé à être prédateur en achetant, a commencé à continuer à être prédateur en achetant Lagardère. Ça vient de se conclure pour la presse écrite hier, je crois. C'était en l'air, c'était presque à l'heure, c'était même à l'heure. Ça fait déjà un peu mal de temps que c'est lui qui nomme les patrons au journal du dimanche et Paris Match, comme il l'a fait à Europe 1. Mais ce n'était pas finalisé parce qu'il y avait une contestation au niveau européen. Des fois, ça nous sert l'Europe pour empêcher les dérives en France, et qui a été contourné puisqu'il ne pouvait pas avoir dans le même domaine les deux plus grands titres, Voici et Paris Match. Et donc, ils l'ont obligé à céder Voici. Paris Match étant beaucoup plus important, pas du point de vue économique, mais du point de vue de la pénétration idéologique et culturelle auprès des Français. Hein, c'est on présente ça comme un people et tout, enfin, il a une ligne et ça pénètre, je veux dire, assez profondément les têtes et les esprits. Donc voilà, c'était les deux domaines. Pourquoi Bolloré? Parce que derrière quelque chose qui est apparu à beaucoup depuis 2015, comme un projet industriel de quelqu'un qui a fait des affaires dans d'autres domaines, les ports en Afrique, et qui là fait des affaires avec les médias, on s'est rendu compte que lui, il a un projet idéologique. On l'a vu avec CNews, comment il a transformé en liquidant la rédaction de télé, ces licenciements d'un coup, pour les remplacer avec leur projet politique qu'on a vu à la télé. Ils ont fabriqué un candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, et lui, il se déplace plus en son confesseur, c'est-à-dire que, voilà, un homme qui était connu comme étant relativement modéré, social, parfois certains disaient ça, j'ai jamais cru, mais assume une idéologie aujourd'hui et une théorie comme quoi la civilisation française est en danger, qu'il faut la protéger avec les armes de son fondement premier qu'est la civilisation chrétienne. Il est habité par ça. Et le gars, il possède, mais une force de frappe au niveau médiatique incroyable. Parce que maintenant, c'est CNews d'une chaîne en continu, c'est le JDD, c'est Europe 1, c'est Michel Hanouna, qui a, par un autre biais, soi-disant loisir culturel, touche un nombre incroyable de gens à une heure de grande écoute et passe toujours à la même idéologie populiste et ravageuse en termes de valeurs républicaines, qui sont contestées et mises à mal tous les jours. Voilà, donc j'ai essayé de mettre à nu les processus, dont un processus fondamental qui est quand même les GAFAM. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'information pour la nouvelle génération passe avant tout par les plateformes, qui elles ne subissent aucune régulation en France, sont complètement verticales et ont des moyens que les États n'ont pas. Alors que Google, le budget de la France, il n'en a pas peur. Il est au-dessus en termes d'investissement dans tout, en termes de recherche. On a des fleurons, CNRS et tout, mais ils ont bien mieux, j'ai pas envie de dire mieux, c'est pas qualitatif, mais ils ont une force de frappe en termes, y compris pour débaucher les chercheurs, parce qu'ils les payent plus cher que donc dans tous les domaines, qu'ils soient ceux de la technologie, c'est une bagarre technologique, ils sont en avance, et ils seront en avance parce qu'ils ont des moyens gigantesques d'investissement dans la production et jusqu'au niveau de pénétration auprès des uns et des autres, et ils touchent des générations qui sont les générations de demain. Donc, que ne touchent plus les médias traditionnels, ou de moins en moins, et donc, danger, encore danger. On a légiféré, j'ai proposé une loi qui est passée pour limiter la casse, mais je trouve que les résultats ne sont pas à la hauteur. Notamment, vous savez que Google pille l'information produite par d'autres. Les journaux, les journalistes lisent de l'information, pillent et font par les moteurs de recherche
utilise cette information fabriquée à la loi sans investissement. Donc j'ai proposé une loi qui est passée, et qui est la loi aujourd'hui qui obligeait Google à participer au financement de la presse française à hauteur, avec des mécanismes un peu complexes de ce qu'ils pouvaient piller dans un accord qu'ils ont fait avec la presse. Je suis désolé, des fois, la loi, elle devient ce que les gens en font. Malheureusement, c'est grand patrons de presse qui m'ont sollicité. On avait des intérêts communs à ce moment-là, c'était aller chercher l'argent de Google. Et bien, une fois que la loi est là, ils se sont accordés avec Google pour rien, pour même pas de cacahuète d'apéritif pour Google, qui ne donne pas grand-chose. Et en plus, en le captant pour eux et en faisant tout ce que l'on avait demandé, que l'ensemble de la presse, y compris la plus petite et qui a moins de moyens, en bénéficie, et que les journalistes avaient retombé là-dessus. Donc je suis en colère, surtout sur le fait que Google leur a imposé un accord commercial, donc secret, et on ne sait pas combien il touche. Puisque le secret du commerce peut faire qu'il ne donne pas. Donc moi j'ai une petite idée, je trouve ça très insuffisant, mais en tous les cas, ceux qui touchent, comment ils se le redistribuent entre eux, n'a pas la transparence que j'aurais souhaité. Si j'étais encore parlementaire, j'amenderais ma propre loi. Donc j'appelle aux futurs parlementaires à amender cette loi maintenant pour casser cette... Donc voilà, je posais peut-être de façon décousue du danger qu'il y a, des enjeux. J'essaie... Alors pour conclure, c'est aussi une façon de mettre les points sur les i à chaque fois que je parlerai de la commission d'enquête, je le ferai. Quand j'ai travaillé avec l'idée qu'une commission d'enquête, ça ne peut pas tout, mais pourquoi commission d'enquête et pas mission? Parce que la commission d'enquête oblige ceux qu'on convoque à venir. Et ces milliardaires n'avaient jamais parlé nulle part. Ils ne parlaient nulle part. Ou rarement. Et donc, je savais que s'ils me disaient non, ils viendraient entre deux gendarmes, parce qu'ils étaient obligés de venir. Donc ils sont tous venus. Et c'était pas rien d'avoir les premiers responsables. Après, on me dit, ouais, mais ils s'en sont bien sortis. Bah oui, je suis ni juge, ni policier, donc je pose des questions, ils peuvent me répondre un peu ce qu'ils veulent. Ils font attention à ne pas trop mentir, au sens où mensonge punissable par la loi, parce que ça, on a des armes, mais on peut mentir sans que ce soit avéré. Je n'ai pas les moyens d'enquête pour après les confondre, comme un juge. Mais je dis ici, j'en profite, Bernard Arnault a menti. Bolloré a menti. Et ils ont menti devant une commission d'enquête, c'était du parjure, parce qu'ils ont juré de dire la vérité. Je n'ai pas peur de vous le dire et de leur dire en face s'ils le font. Et s'ils veulent, à ce moment-là, on pourra aller en justice. S'ils veulent m'attaquer. Et là, il aura les moyens de montrer qu'ils ont menti. Parce qu'ils ont menti. Y compris, je le vois aujourd'hui, dans la conclusion et la fin j'ai lu un article du Monde qui parle ce matin de la conclusion de l'accord Bolloré, rachat de Paris-Max et du JDD. Pourquoi ils ont menti? Parce qu'ils m'ont assuré que jamais ils n'intervenaient pour dicter aux rédactions ce qu'elles avaient à dire. Alors bien entendu, je n'ai jamais eu l'illusion que Vincent Bolloré ou Bernard Arnault descendait dans une rédaction et disait « je vais vous écrire ça ». Ça se fait un peu autrement. Et d'ailleurs, il faudrait que les journalistes s'émancipent de l'autocensure aussi. Parce qu'il y a énormément d'autocensure. On sait que ça ne va pas être bien, et je ne vais pas pouvoir, disons, être respecté dans ma rédaction. Peut-être je vais être placardisé, peut-être que, etc. Et donc, je ne vais pas m'aventurer. Alors, je ne jette pas d'accusation sur les journalistes. Beaucoup font, l'essentiel font leur métier, mais il y a beaucoup aussi d'autocensure qui passe. Et puis, il y a un directeur de la rédaction qui, lui, a le lien direct avec le propriétaire et qui est le cheval de Troie. C'est lui qui va dire les choses. Mais j'ai pas mal d'éléments qui montrent qu'ils interviennent, y compris parfois directement, et qu'il y a eu des interventions que le monde en parle ce matin, mais moi j'en ai... Puis il y en a même qui me téléphonaient chez moi.
ne les connaissait pas, qui disaient je vais vous raconter, mais qui ne voulaient pas le faire publiquement dans la commission d'enquête. J'ai les éléments, mais un parlementaire, c'est pas un juge. Donc, j'ai essayé, et puis en plus, à la fin, c'est la politique reprend ses droits, rapporteur seulement, mais minoritaire au sein de la commission d'enquête, la majorité c'est la droite. Et Pierre en a parlé, Pierre Laurent était dans la même commission avec moi, il a pu voir que c'était âpre. L'extérieur n'a vu que les résultats de la commission d'enquête, c'était une bataille de chiffonniers, notamment la droite disait que j'étais un procureur gauchiste, mais des fois la presse de gauche a dit que j'étais trop gentil et Bolloré. Moi, je me suis dit, je me fais taper par tout le monde, mais c'est pas le sujet, on faisait ce qu'on pouvait, et il y avait des illusions sur ce que je pouvais peut-être pour cette presse de gauche qui a considéré que je n'allais pas assez loin. Moi, je pose des questions, on répond, et je n'ai pas la possibilité de dire ben non, là, vous montez, alors donc répondez-moi. C'est pas le Parlement français, c'est pas les commissions, parce que les gens se projettent dans les commissions d'enquête sénatoriales américaines. Ils ont vu des films et des séries. Ça n'a rien à voir. Un sénateur, il a quasiment les pouvoirs du juge et des pouvoirs d'enquête. Il peut avoir 30 collaborateurs, dont des détectives qui vont aller faire les choses. Pour lui, il a les moyens presque équivalents que l'État pourrait avoir avec la police. Nous, c'est autre chose. Alors pourquoi la commission d'enquête? C'était d'abord pour que ces milliardaires viennent et faire un état des lieux le plus complet possible pour provoquer un débat, parce que je suis certain que, indépendamment de ce qu'on va faire pour légiférer à la marge, si les citoyens et les citoyennes ne s'emparent pas de ce débat, s'il n'est pas éclairé par le maximum d'informations, avec le maximum de pédagogie, eh bien, ça continuera. Et il n'y a que si un sursaut citoyen, et pas seulement parlementaire, qu'on y arrivera. Après, ça passe par des règles. On en a proposé pour essayer au moins de couper le cordon, puisqu'on ne peut pas complètement interdire l'achat aux propriétés privées. Les gens peuvent acheter des entreprises. Et qu'en plus, ça ne peut pas être rétroactif, la loi. Et que donc, si on interdisait des choses, ça serait pour les nouveaux entrants. Et ceux qui sont déjà en place n'auraient même plus de concurrents de nouveaux entrants, mais eux pourraient continuer avec le même périmètre. Donc c'est compliqué de légiférer sur l'aspect économique, mais j'ai proposé d'essayer de couper, qu'il y ait une espèce de mur entre l'actionnariat et les rédactions, et ceux qui produisent l'information. Il doit y avoir quelque chose de contrôlable, d'étanche, de maîtrisé, pour qu'on casse ce lien possible au maximum et permettre, puisque c'est le cœur, que le directeur de la rédaction soit quelqu'un qui soit validé à 60% minimum, comme au monde, je crois, par les journalistes, par une rédaction, qui ne peut pas être imposée comme ça par l'actionnaire, mais bien entendu l'actionnaire a son pouvoir, c'est mon patron, mais il doit y avoir un retour et un droit de veto des journalistes, ce qui garantit un minimum d'indépendance. Enfin, voilà, c'est des pistes. C'est un débat de demain et j'espère qu'on va avancer en faisant qu'il soit le plus largement partagé par les citoyens et dans l'espace public. Merci. Alors, je vais donner la parole désormais à Christophe Deloire sur l'état de la presse dans le monde. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières, donc. Vous avez été directeur d'une école assez prestigieuse de journalistes de CFJ. Et. Donc Christophe Deloire, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières. Et qui était auparavant directeur d'une école de journalisme qui s'appelle le CFJ, qui est assez prestigieux,
réalisateur de documentaires, donc pour Le Point, Arte, TF1, etc. Et auteur notamment de plusieurs livres. Les islamistes sont déjà là, Politicus et ensuite Circus Politicus. Donc j'ai certainement oublié plein de choses, mais je vais vous donner la parole. Merci, merci beaucoup. Vous m'entendez? Si à un moment vous ne m'entendez pas, s'il vous plaît, signalez-le tout de suite avant d'être frustré. Je crois que vous avez particulièrement bien posé le sujet, liberté de la presse, presse de la liberté. Et si je le comprends bien, c'est une forme de question sur les effets de la liberté de la presse et sur les conséquences tirées de l'organisation de la liberté de la presse dans un contexte donné et de l'influence que ça peut avoir sur l'ensemble de la propagation des contenus, de leur production jusqu'à leur réception. De fait, c'est une très grande et question compliquée que la liberté de la presse, parce qu'autant c'est, du point de vue effectivement de la loi française, une chose relativement évidente, mais le fondateur de l'Inde moderne, Nehru Gandhi, disait qu'est-ce que c'est que ça, la liberté de la presse, avec une forme de scepticisme. Est-ce que c'est la liberté des propriétaires de faire ce qu'ils veulent de leur argent et d'avoir des médias qui peuvent porter leurs intérêts? Est-ce que c'est la liberté des directeurs de médias? Est-ce que c'est celle des journalistes? Et pour en faire quoi lorsque c'est celle des journalistes? Ou est-ce que c'est la liberté du public? Et cette question, Pierre-Laurent parlait tout à l'heure de nouvelle liberté de la presse, de fait, c'est une notion qui peut être amenée à évoluer. Et on est dans un moment crucial. Alors, il y a deux types de personnes face au bouleversement technologique. Il y a ceux qui disent, au fond, il y a toujours eu de la propagande, toujours eu des rumeurs, des propos de haine, ça n'est pas nouveau. Et il y a ceux qui pensent qu'il y a un changement de paradigme, qu'on est dans un basculement radical. Pour être honnête, moi je fais partie plutôt des seconds. Pourquoi? J'entends qu'il y a des réactions. Ah pardon, plus proche du micro, merci. Le dernier mot que vous avez prononcé. Ah, je fais partie plutôt des seconds, de ceux qui pensent qu'il y a un changement de paradigme, qu'on est dans un moment avec un changement de paradigme, en fait, du système d'organisation de l'espace informationnel, de l'espace public. Parce qu'il y a deux choses qu'on devrait toujours réfléchir de manière concomitante ou en lien, qui est d'un côté la question de la liberté, des droits, en tout cas genre des devoirs, et l'autre qui est celle de l'organisation de notre espace public. Parce qu'on peut avoir dans un espace public, ce que j'appelle l'espace public, même au sens d'Habermas, mais dans un sens plus large, c'est cette place du village, métaphoriquement, ce lieu d'échange des idées, des informations, des opinions. Il peut y avoir à l'intérieur des journalistes, des médias, dotés de liberté, mais l'organisation de l'espace public a un effet pour l'ensemble des citoyens qui dépasse la question de la liberté de certains acteurs. Et on peut avoir certains acteurs qui sont libres, mais invisibles, et dont les contenus n'arriveront jamais au public. Et cet espace public, jusqu'à très récemment, il était national, et les citoyens avaient une forme de prise sur lui à travers le Parlement. C'est le Parlement qui en édictait les règles. Avec l'évolution technologique et sans vision composite, sans que quelqu'un l'ait voulu, l'ait construit intentionnellement, au fond, les plateformes numériques ont pris cette place. Je ne sais pas si certains parmi vous pensent que, au fond, les plateformes numériques devraient être régulées comme les médias. Ce serait une erreur funeste. Ce serait accordé à Mark Zuckerberg, qui a 3 milliards de comptes, le droit d'avoir une ligne éditoriale, de faire des choix éditoriaux, ce serait funeste. Ce que font les plateformes numériques, c'est pas simplement, même si sans doute elles produiront de plus en plus de contenu grâce à l'intelligence artificielle, mais c'est que d'abord elles organisent notre espace public. Elles en créent les normes. Vous savez, ce dicton « code is law », le code c'est la loi, et le code informatique c'est effectivement la loi. Je prendrai juste un exemple très concret. À la Libération a été adoptée la loi Bichet, qui est une loi que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui a des très grandes vertus démocratiques, qui est la loi sur la distribution de la presse. Qui fait que le distributeur généraliste, le kiosquier, le marchand de journaux,
ne peut pas décider de ne distribuer que des journaux de droite ou que des journaux de gauche, ne peut pas statuer en fonction de son appréciation sur la vérité. Elle existe toujours, la loi Michel vient même d'être revue il y a 3 ans, je crois, par le Parlement. Mais sur le numérique, c'est Mark Zuckerberg qui en décide. C'est Elon Musk, c'est les patrons de YouTube. Il y a quelques jours, YouTube a décidé de réintégrer sur sa plateforme américaine les fausses informations dans la perspective de la campagne électorale. En disant on ne peut pas faire de choix. C'est ça la loi Michel. La loi Michel Mark Zuckerberg, c'est quand il décide, au moment de la pandémie de Covid, que le virus n'est pas sorti des laboratoires de Wuhan. Personnellement, je ne sais pas d'où il est sorti, je n'ai pas de thèse très établie, je veux pouvoir lire des enquêtes et me faire une conviction. Mark Zuckerberg, quand je dis Mark Zuckerberg, évidemment, je métaphorise un peu, c'est les dirigeants de Facebook, tous ceux qui travaillent dans son service, eux, ils avaient décidé. C'était faux. Et donc, ils ont exclu leur algorithme. Ils ont dit, ça, c'est faux, ça n'a pas le droit de citer chez nous. Ça fait un sacré nombre de comptes. Et jusqu'à ce que Joe Biden déclassifie un rapport de la CIA, disant que c'était quelque chose qui n'était pas à exclure, et c'est revenu sur Facebook. Bref, en tant que citoyen, on s'est battu pendant longtemps, enfin, nous n'étions pas là, mais avons-nous, pour éviter que les États soient dotés de ministères de la vérité, et là, le ministère de la vérité, il existe à nouveau, sauf qu'il est privé. Sauf qu'il est privé. Sauf qu'il est privé. Non seulement les plateformes numériques ont remplacé les parlements, mais en plus elles ont remplacé la justice. Parce qu'elles décident de l'application de leurs propres lois. En plus, en dehors de quelques dispositifs dont vient de parler David, que je remercie pour le travail qu'il a fait au Parlement sur l'ensemble de ces sujets, mais les plateformes décident aussi d'accorder des fonds à tel ou tel. Je vais financer tel service de fact-checking, je vais accorder telle subvention à tel média. C'est pas la même chose que quand c'est une administration publique dotée de critères non discrétionnaires qui applique des règles décidées démocratiquement. Bref, on a donné les clés de nos démocraties aux plateformes numériques. On voit quel usage fait Elon Musk de ce pouvoir-là. Bref, on est dans un moment, et qui est quand même tout à fait inédit sur l'histoire longue des démocraties, où tous les contenus sont en concurrence directe. La publicité, les contenus corrompus, stipendiés, sponsorisés, la rumeur, la chorégraphie, la chanson sous la douche, l'insulte, tout ça sur les réseaux sociaux, d'égale valeur, mais avec un avantage concurrentiel pour tout ce qui est de l'ordre de la haine, du complot, etc., etc. Alors, je ne méconnais pas aussi le fait qu'avant, le système n'était pas parfait, et que ce filtre, cette médiation journalistique, elle avait ses défauts. Il y avait des biais idéologiques, il y avait des biais d'intérêt, mais là, on se retrouve dans une situation où l'organisation de l'espace public, qui avant favorisait l'indépendance, le pluralisme et l'honnêteté de l'information, c'est dans la loi de 86 pour l'audiovisuel, on dira c'est pas parfait, mais quand même, il y avait des vertus. Tous ces principes, finalement, ne sont plus du tout appliqués par les plateformes numériques. Donc on est dans un moment où il faut reconstruire l'espace public. Dans un moment où la liberté de la presse, et je reviens à cette expression, est utilisée par des gens qui, d'une certaine manière, en sont des formes d'ennemis. Mark Zuckerberg dit, moi, c'est la liberté de la presse. Cette liberté absolue de n'absolument pas distinguer les contenus, de favoriser sur mes algorithmes la haine, c'est la liberté de la presse. Margareta Simonian, la rédactrice en chef de RT, qui était sous tutelle directe du Kremlin bien avant la guerre, qui depuis tient des propos indignes avec Soloviev à la télévision russe, elle dit « Protéger RT, c'est la liberté de la presse ». Dans un espace complètement désintermédié, d'explosion de la communication,
il est important de reconstruire la logique des droits et des devoirs qui avait été construite au fil de l'histoire des démocraties. Et il y a au fond de la salle Emmanuel Poupard, qui est le secrétaire général du syndicat national des journalistes. Et il faut rendre cet hommage historique au syndicat national des journalistes d'avoir en 1918, après le premier conflit mondial, ça n'est pas un hasard parce que les médias pouvaient aussi mener au conflit, et dicter la première charte de déontologie, qui a été amendée 2 fois, si je ne me trompe pas, puis il y a eu après la charte de Munich par la Fédération européenne des journalistes. Mais voilà des textes, en plus de la professionnalisation du journalisme, en plus de la régulation des médias, invisibles pour le public, mais pour des formes de vertu, donc qui n'ont plus tellement de capacité à être mise en œuvre, parce que c'est les plateformes qui décident, et parce qu'aujourd'hui, l'espace public que je disais national, il est aujourd'hui global, il n'y a pas de frontières, et qu'interviennent dans le même espace des gens qui sont astreints des obligations et des gens qui ne sont pas astreints. Bref, il faut reconstruire cette architecture au sens juridique pour adapter à l'infrastructure technologique nouvelle. Alors il y a des tentatives au niveau européen, il y a des textes qui ont déjà été adoptés, la législation européenne sur les services numériques, sur les marchés numériques qui doivent être mis en œuvre à partir d'août. C'est pas parfait, il y a des gros défauts, trop de pouvoir à la Commission européenne, il y a des insuffisances, mais on est dans un moment de reconstruction, et je crois que, Pierre-Laurent évoquait tout à l'heure la question de la participation citoyenne. La participation, elle doit d'abord être dans la réflexion politique sur ces sujets, et pour ensuite arriver à édicter des normes qui favorisent la liberté, qui favorisent la liberté d'opinion et d'expression d'abord, et puis à l'intérieur, le droit à l'information. La France, peut-être d'un mot, qui est 24e au classement mondial de la liberté de la presse, sur temps long qui est relativement stable. Enfin, il y a eu un très grand décrochage au moment Sarkozy. La question Bolloré, que David a déjà évoquée, je n'y reviendrai pas, mais seulement sur un point. Bolloré ne devrait pas exister. Enfin, ce que je veux dire, c'est CNews ne devrait pas exister comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une régulation française qui est très claire, qui dit en presse écrite, il y a un pluralisme externe, il s'agit d'avoir une diversité de lignes éditoriales. Dans l'audiovisuel, le principe, c'est le pluralisme interne, c'est-à-dire que le pluralisme doit être à l'intérieur de chacun des médias. Je fais un bref passage par les États-Unis. Aux États-Unis, il y avait une législation de la FCC, la Federal Communication Commission, qui était à peu près similaire. C'est une notion de balance, d'équilibre en anglais, qui a été démantelée par Reagan, puis pendant une décennie par la Cour suprême. À quoi ça a mené? À la création de Fox News, qui n'aurait pas existé sans le démantèlement de cette régulation. Des régulations qui étaient favorisées par le fait qu'il y avait moins de rareté des ondes. Mais tout démantèlement de la régulation produit des effets d'abord sur le fonctionnement des médias, Fox News, et puis disons-le, une polarisation en face. La polarisation, c'est rarement d'un seul côté. Fox News, qui, chacun sait, est le modèle de Bolloré pour CNews. Et où à la fin, les gens finissent par ne plus avoir envie de vivre dans le même pays et n'arrivent plus jamais à avoir même un dialogue, tellement le socle de faits diffère. Et l'enjeu en ce moment en France, c'est que l'autorité de régulation, l'ARCOM, continue à mettre en œuvre cette régulation-là et ne cède pas à une idéologie selon laquelle, idéologie qui est assez conforme à la réécriture de l'histoire par les plateformes numériques, selon laquelle l'espace public, ça a toujours été une jungle. Au fond, tout le monde, les grands fauves, les petits fauves, les proies, tout le monde est libre de parler, et que chacun reconnaisse la vérité. Il suffirait de faire de l'éducation aux médias pour distinguer la vérité. Ça, c'est cette réécriture de l'histoire qu'ont faite les plateformes numériques, qui n'est pas conforme même à l'histoire des États-Unis. Il ne faut pas que nous y cédions. Un espace public mérite d'être organisé, et donc, s'agissant de l'audiovisuel, c'est le cas, mais c'est aussi le cas s'agissant, et je reviens aux plateformes numériques. Il y a un enjeu majeur sur lequel on se bat en ce moment avec Antoine, à Bruxelles notamment, dans le cadre des négociations de la législation européenne sur la liberté des médias, European Media Freedom Act. C'est un règlement.
c'est que dans l'indexation algorithmique, dans ce que j'appelle l'indexation, c'est le fait de faire remonter des contenus ou des abaisser, lorsque les algorithmes décident de ce qu'on voit pas, ou de ce qu'on voit en page 17, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, il y a plein de critères. Mais il y en a un qui n'existe pas, c'est la fiabilité. Et il y en a un qui n'existe pas, c'est la fiabilité. La fiabilité. Les plateformes s'y refusent. C'est pas qu'elles... Alors, il y a une critique qui pourrait dire, mais c'est compliqué de distinguer ce qui est fiable. Si, il y a des dispositifs, ça existe. RSF a d'ailleurs lancé un projet structurel, global, qui fonctionne sur de nombreux continents, et certaines plateformes sont en train d'y venir, Microsoft, mais les grandes, Google, Facebook, refusent de favoriser la fiabilité dans leurs algorithmes. Pourquoi? Parce que ça serait préjudiciable à leur modèle économique. Et donc, ce qui prévaut maintenant, c'est leur modèle économique. Il n'y a pas seulement des marchands dans l'espace public, c'est l'espace public lui-même qui répond à une logique marchande. Et c'est là qu'est le changement de paradigme. Et donc il faut absolument que la législation impose aux plateformes numériques de favoriser la fiabilité de l'information. Sans jamais entrer dans des logiques de préférence politique, par exemple. Il faut que, évidemment, ces dispositifs soient politiquement neutres, axiologiquement neutres, à part sur la question de la fiabilité. Il faudra leur imposer, elles ne le feront pas d'elles-mêmes. Et ça consistera au fond à remettre au centre de l'espace public des gens qui s'astreignent à des obligations à caractère méthodologique, éthique, de transparence, qu'elles soient scientifiques, journalistes. Enfin, le journalisme n'est pas le seul moyen de validation de la vérité. Enfin, de la vérité, en tout cas, le moyen d'intégrité, parce que je ne crois pas au vrai et au faux, je crois à l'intègre et au malhonnête. Et donc, il ne faut pas chercher, comme le font trop souvent les États, à totalement réduire la désinformation, la supprimer. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'identifier la désinformation, c'est très difficile de la qualifier juridiquement, et c'est très difficile de la repousser. Ce qu'il faut, c'est juste redonner une place un peu plus prépondérante à ceux qui s'astreignent à des obligations, et remettre ceux qui sont vraiment des complotistes fantaisistes. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais de complot, hein. C'est pas parce qu'il y a des complotistes qu'il n'y a pas de complot, mais ceux qui sont complètement fantaisistes, les haineux, etc., là où ils étaient avant, c'est-à-dire aux marges de l'espace public, sans introduire de filtre idéologique. Voilà, le journalisme dans tout ça, il est confronté, je vais faire très vite, à 5 grandes crises. La crise géopolitique, qui fait qu'aujourd'hui, dans cet espace global de l'information et de la communication, les dictatures ont une forme d'avantage compétitif sur les démocraties, et qu'il y a une question de gestion de cette mondialisation de l'information qu'il convient de résoudre. Une crise démocratique avec une polarisation qui pèse aussi sur les médias, ils en sont parfois la cause. Une crise économique des médias. Il ne faudrait pas avoir des journalistes libres, mais plus de journalisme, ou plus de médias d'information. Une crise technologique, enfin ce que j'évoquais, et puis une crise de la confiance. C'est un autre sujet. Mais on est dans un moment où l'industrie de la désinformation, et au-delà même de l'industrie de la désinformation, l'industrie du simulacre, qu'il s'agisse de sociétés façon Team George, vous avez vu les révélations de Forbidden Stories, qui produisent des avatars, des faux comptes, des faux contenus, qu'il s'agisse des capacités fascinantes de l'intelligence artificielle à produire, s'agissant de l'IA générative, sur le fondement de probabilité, d'un modèle probabiliste, des contenus sans considération du tout, parfois pour la vérité. Il s'agit là d'arriver à éviter la perte de contrôle technologique, à remettre de l'appropriation citoyenne. Et puis je dirais simplement que on est dans un moment très compliqué sur le plan international, de très grande tension, où il ne faut pas être naïf. Il y a des États qui emploient des moyens parfaitement déloyaux du point de vue informationnel. Mais il faut aussi s'attacher aux réponses qui sont apportées. Et il y a 2 types de réponses, et j'en finirai là-dessus. Il y a la réponse qui est de l'ordre de la logique des contre-mesures. C'est-à-dire, tel État diffuse de la désinformation pour affaiblir la démocratie, faisant en sorte soit de répondre
à cette désinformation, soit de faire de la contre-attaque. Bref, une logique qui consiste à garder les mêmes règles du jeu, mais à essayer de bien jouer le jeu. Et puis il y a une deuxième logique, qui est celle de la révolution, qui consiste à changer les règles du jeu, à faire en sorte qu'elles soient démocratiques. Vous aurez compris notre inclination, mais simplement sur la première, il y a quelque chose par exemple qui est en train de se passer et qu'on ne voit pas. Il y a eu des révélations, je le disais, sur des sociétés privées qui font de la désinformation. Mais maintenant, partout dans le monde, y compris les démocraties, il y a aussi des services publics qui font. La communication publique, elle est logique. Le politique a le droit de communiquer, l'État en tant que tel a le droit de le faire. La question, c'est qu'on sache qui parle. Alors maintenant, vous avez le développement de services militaires ou non, qui font de ce qu'on appelle la Stratcom, Cyber Command, toutes sortes d'opérations, et qui visent aussi à installer des narratifs, mais sans qu'on sache qui parle, parce que tout ça est fait de manière totalement subreptice, occulte, et que ce champ d'information, qui est vraiment aujourd'hui une jungle, nos États y participent parfois, il peut être légitime qu'ils se défendent. La question, c'est qu'il y ait des formes de contrôle démocratique, et là, il faut les installer. Chef de rubrique politique à l'Humanité. Vous avez été auparavant journaliste parlementaire également pour l'Humain. Je sais que les questions que vous posez, c'est en gros comment les gens s'informent directement, indirectement, par la presse, par les réseaux sociaux, qui est prêt à s'abonner, qui possède les canaux d'information et qu'est-ce que ça change tout ça. Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Oui, j'ai été journaliste parlementaire et du coup, connaissons bien comment fonctionne une commission d'enquête parlementaire. Je vérifierai ce que j'ai écrit, mais je ne pense pas que j'avais dit ou écrit que vous auriez pu être plus brutal ou plus intransigeant avec Bolloré. Mais je regarderai si mes collègues de la rubrique média, qui font à la fois les médias et les séries télé, ont été influencés par ou pas par les séries télé. Juste pour pas que ça aille plus loin. Pour pas que ça aille plus loin, je n'ai pas du tout visé l'humanité. Donc vous avez fait exception. Voilà, j'ai dit comme ça, de façon générique, on a même cité leur nom, un certain nombre de médias qui avaient tout intérêt normalement à soutenir ce que je faisais parce que j'étais détruit par la presse de droite, ont jugé qu'il fallait aussi, d'un point de vue complètement inverse, m'affaiblir à ce moment-là. Mais je ne vous regardais pas. J'ai vu que vous me regardez, vous me direz ce qu'ils me cherchent. Non, l'humanité n'a pas fait ça. Moi, j'ai pas besoin de vérifier, super. Pour rebondir aussi sur autre chose, oui, la loi Pichet, une loi très très intéressante à la Libération. Je ne suis pas trompé, hein. Et d'ailleurs, s'il y a un livre qui vous intéresse sur le sujet, il y a un livre de Jean-Yves Mollier qui s'appelle L'âge d'or de la corruption parlementaire, qui paradoxalement ne parle pas de la corruption parlementaire, mais de la loi Pichet, qui raconte comment cette loi a été faite, parce qu'il faut se dire qu'avant la loi Pichet, c'est Hachette qui faisait pas les revenus d'édition à l'époque pour Hachette, c'était quasiment rien. Les revenus du groupe Hachette, c'était à 80% les messageries de presse. C'est eux qui avaient le contrôle, le monopole des messageries de presse qui leur payaient. C'est par eux qu'on passait pour diffuser les journaux partout en France. Ils avaient un monopole, enfin un quasi-monopole privé. Ça leur arrivait même, si un matin ils le décidaient, de mettre tout la livraison de l'Humanité pour la ville de Saint-Denis, qui était une ville rouge, et ben, si un matin ça leur disait, ils mettaient tout à nu. Ou Messidor, qui était l'hebdomadaire, enfin la publication, le magazine de la CGT, des fois, ils mettaient tout dans les villes de droite, parce que ce matin-là, ça faisait comme ça, on avait des gros problèmes, je me dis, bon, je n'étais pas né, mais on peut s'inscrire dans une histoire séculaire, il y avait de gros soucis là-dessus, et Hachette a collaboré énormément pendant la Seconde Guerre mondiale, et à la Libération, donc il y a eu une nationalisation partielle des messageries de presse, qui sont devenues la NSGP, puis ensuite Prestalis. Aujourd'hui, on a des problèmes, parce que Prestalis s'est effondré, peut-être n'a pas été soutenu comme il fallait, avec dans un modèle économique très difficile, et vous avez aujourd'hui tout ce qui existe en termes de mutualisation pour la diffusion de la presse, en tout cas des journaux papier, qui est en train de changer, avec de nouveau le chacun pour soi qui s'impose là-dedans, mais bon, c'est un vaste sujet, et cette déconstruction
arrive à un moment où il y a des constructions aussi dans l'espace public, et notamment dans l'espace public numérisé, ce que vous disiez, sur le débat public, comment il se passe sur les réseaux sociaux. Donc je vais essayer d'être un peu dynamique, même si je suis un peu cerné parce que j'ai 2 petits qui ont du mal avec le concept de nuit, en tout cas faire le lien avec le concept de sommeil, mais ça viendra. 2 petits qui, je l'espère, seront un jour des lecteurs de l'Humanité. En tout cas, ils feront bien comme ils veulent, mais même si un jour ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on écrit dans l'Humanité, j'espère qu'ils le liront avec d'autres journaux, parce que c'est aussi comme ça, on se forge sa propre opinion, sa propre vision du monde, et c'est ça. Et avant c'était facile, on allait devant un kiosque, on pouvait passer d'un journal à l'autre et se faire son idée. Maintenant c'est beaucoup plus difficile, il y a le mot jungle qui a été utilisé plein de fois sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux et internet, c'est vraiment le bon mot, c'est vraiment la jungle, mais ce qu'on constate par contre, c'est que cette jungle existe et se renforce depuis plus de 20 ans à peu près, et le nombre de personnes qui consultent des médias professionnels depuis 20 ans ne cesse d'augmenter. Ce qui montre aussi qu'il y a parmi les citoyens, les lecteurs et les internautes des gens qui cherchent des repères, qui cherchent une info analysée, vérifiée, fiable. Et ce serait intéressant que la fiabilité soit reprise dans le référencement Google, parce que le comportement des internautes quand ils vont sur Google, c'est qu'ils regardent les 3 premiers résultats, parfois les 5 premiers résultats, et après c'est terminé. Donc tout le reste, ils ne le regardent pas. Et du coup, il y a une vraie compétition entre les journaux et les médias pour être le plus performant possible. On est obligé de réfléchir aujourd'hui en logique de performance, et bien sûr on réfléchit en logique d'information. Quelle information mérite d'être amenée à la connaissance du lectorat et des citoyens, comment, et après on est obligé de performer. Et parfois on a des lecteurs qui nous disent « mais pourquoi vous allez sur Facebook, sur Twitter, alors que vous dénoncez comment ça fonctionne ?» Mais on est obligé d'y aller parce que c'est là que se passe la bataille de l'information, et c'est là que se passe la bataille idéologique et même la bataille pour la démocratie aujourd'hui dans le monde. Alors tout à l'heure je disais, je ne sais pas si mes enfants liront l'Humanité, ils font comme ils veulent, mais il y a de très grandes chances, alors même que je suis journaliste, je ne sais pas comment ils s'informeront dans 20 ans, comment ils consommeront l'information comme on dit. Je ne sais pas sur quel réseau social ils iront, parce que chaque cohorte générationnelle a son propre réseau social. Il y a Facebook, on voit que c'est une génération particulière, Twitter aussi, aujourd'hui il y a TikTok, et donc il faut s'adapter sans cesse. Par contre, ce qu'on peut supposer, c'est que mes enfants utiliseront un smartphone. En tout cas, si les dynamiques restent les mêmes, ils s'informeront sur smartphone. Aujourd'hui, 41% des Français s'informent tous les jours sur smartphone, et c'est même 71% des jeunes. Les jeunes, c'est 18-35 ans. Et je vais bientôt basculer dans quelques mois, et je vais basculer avec mon smartphone. Donc c'est des changements qui vont s'inscrire peut-être dans la durée, même si je continue à lire des journaux papier. Et le smartphone, aujourd'hui, est au cœur de nos vies. C'est la première chose qu'on voit parfois en se réveillant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a beaucoup de monde, la première chose qu'ils font en se réveillant, c'est s'informer. Le réveil sonne, et le sort dessous l'oreiller ou la table de nuit, ils désactivent le mode avion, ils regardent s'ils ont des messages, et tout de suite après, ils ont une sélection, une revue de presse faite par Google ou par Apple, en fonction de leur fournisseur, de types d'articles, en fonction de ce que Google ou Apple estiment être leur préférence, leur centre d'intérêt, etc. Et après, ils vont sur Facebook, ou on va sur Facebook ou Twitter, et là aussi, on a une sorte de revue de presse faite par des amis ou par des gens qu'on suit, parce qu'on estime que c'est des gens qui partagent des contenus intéressants. Et c'est comme ça qu'on s'informe, et il est possible, même si c'est une jungle, même s'il faut comprendre les règles, de s'informer, et on peut être un citoyen totalement libre en s'informant uniquement sur Twitter. En fait, il y a sur Twitter tout ce dont on a besoin pour comprendre le monde. C'est juste que l'accès à ces informations-là, faut que ça s'apprend en fait. Mais par contre, ça, je suis complètement d'accord avec vous, c'est pas parce que ça s'apprend que juste l'éducation aux médias réglera le problème du rapport démocratique aux médias et à l'information aujourd'hui. Le smartphone aujourd'hui, il faut se dire que les gens lisent 25% moins vite sur smartphone que sur un journal. Ça peut paraître paradoxal, on a l'impression qu'on lit vite, que ça vite, mais en fait, l'écran est plus petit, il y a des pubs, et la lecture est heurtée. Quand on a un journal papier, les études, en tout cas les études que j'ai faites, montrent qu'on lit plus vite, et surtout on lit de façon plus concentrée. Aujourd'hui, le smartphone, on peut le sortir n'importe quand, on n'a jamais été aussi informé. On peut s'informer n'importe quand, on peut s'informer dans la salle d'attente chez le médecin, dans la queue quand on fait les courses, aux toilettes, on peut s'informer dans le train, etc. Dès qu'en fait il y a un temps mort, on le voit dans les habitudes des gens, les gens sortent un téléphone et s'informent. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais été aussi informé, mais que
quand on s'informe, on est dans un état de concentration qui n'est pas forcément celui qu'on avait avant quand on lisait la presse papier ou quand on écoutait la radio le petit déjeuner le matin ou le filet du 20h. D'ailleurs, ça c'était des rendez-vous sacralisés dans la journée. Des rendez-vous, on était en disponibilité pour l'information. Aujourd'hui, il n'y a plus de rendez-vous clés comme ça. Enfin, il en existe toujours, parce que évidemment, pour l'instant, les gens s'informent majoritairement à la télévision, mais chaque année, c'est en train de basculer. Et les moments de disponibilité sont plus les mêmes, et on est un peu disponible tout le temps et jamais disponible complètement. Et ça va prendre en compte quand nous, journalistes, on écrit des papiers. On est obligé de. Enfin, on l'a toujours été, mais on doit réfléchir à comment ferrer l'attention du lecteur de façon honnête, et pas de façon, comme on dit, putaclic. Et on est obligé de réfléchir aussi à comment le garder tout du long, parce que déjà que les lecteurs vont très vite passer d'un article à l'autre sur le format papier, ils vont encore plus vite quand ils sont sur un téléphone portable. Aujourd'hui, on est obligé d'investir tous les champs, et on est obligé de répondre, donc ça a été dit évidemment, aux algorithmes, aux modalités de référencement de groupes sur lesquels on n'a pas la main. Nous, on a la main sur notre format papier, sur notre maquette. On avait plus ou moins la main collectivement sur la diffusion de la presse papier. C'est de moins en moins le cas, mais on n'a pas du tout la main sur Google, on n'a pas du tout la main sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok. Et donc, les métiers de la presse se transforment. Il n'y a plus personne qui met des petits caractères de plomb pour imprimer le journal, mais on a des éditeurs web qui réfléchissent, qui sont spécialisés Twitter, spécialisés Facebook, spécialisés TikTok, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et ça bascule très très vite. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez remarqué, le but de Facebook, c'est de capter le plus longtemps possible le spectateur, enfin, en tout cas l'usager. Et pour le capter le plus longtemps possible, il n'a pas forcément envie que l'usager clique sur un lien vers un article, parce que ça va l'amener sur un autre site internet. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis peu, tous les journaux, ou en tout cas les médias qui partagent du contenu sur Facebook, ils ne mettent plus le lien dans la publication elle-même. Parce qu'avant, vous aviez le titre, la photo, un petit paragraphe qui explique de quoi va parler l'information, et le lien. Et le lien n'y est plus. Maintenant, le lien est dans le premier commentaire. Nous-mêmes, on ajoute dans le premier commentaire le lien, parce qu'on a remarqué que Facebook bazardait toutes les publications où il y avait le lien tout de suite. Alors bon, maintenant c'est une bataille qui est engagée, mais on imagine que bientôt leur algorithme il ira fouiller le premier commentaire, donc on verra bien qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Et ça, on est obligé de le faire sur plein de choses en permanence. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, Google, c'est que les 3 premiers résultats. Donc la bataille il y a à la fois la bataille du référencement, et comme on n'a pas la main, ça a été dit aussi, il y a une forme de choc de souveraineté en fait entre les GAFA et les États, entre les GAFA et l'organisation de la société publique et civile. Et de ce point de vue, je voudrais vous dire tout de suite quelque chose on ne le mesure pas bien, et moi au début je m'en manquais un peu, mais qui est peut-être une bombe à retardement qui peut tout changer, c'est les intelligences artificielles. Il y a ChatGPT, moi la première fois que j'y suis allé, j'ai demandé à ChatGPT, je me suis bien moqué, qui a gagné la finale de la Coupe du Monde de football 1976. Et il m'a répondu, les Pays-Bas. Il n'y a pas eu de Coupe du Monde en 1976, donc j'étais tout fier. Il m'a répondu les Pays-Bas, sachant que les Pays-Bas ont perdu en finale en 74 et en 78. Donc il n'était pas très très loin, il se rapprochait, il commençait à se passer quelque chose, mais il était quand même complètement à la ramasse. Si je lui repose la question aujourd'hui, c'est flippant, il sait il sait me répondre qu'en 76 il n'y a pas eu de Coupe du Monde, que les Coupes du Monde ont eu lieu en 74 dans quel pays, donc c'était en RFA, en 78 dans quel pays, en Argentine, qui a marqué en finale, qui était passeur en finale, à telle minute, etc., etc. Et il peut même me raconter les philosophies de jeu des différentes équipes. Donc je vais faire un petit peu moins le malin maintenant, ça me prendra. Et la vraie menace, le vrai défi là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, Google va sortir son propre outil d'intelligence artificielle qui pour l'instant s'appelle Bard. C'est le nom de code. On ne sait pas quel nom il aura au final, peut-être que ça s'appellera Bard, peut-être que ce sera autre chose. Mais actuellement, Google met en relation un usager qui cherche une information avec des gens dont c'est le métier de faire des informations, que ce soit des journalistes ou même des informations de services publics, etc. Donc à travers des mots-clés dans un espace de recherche, on y arrive. Demain, l'objectif, un des objectifs, c'est que les gens aillent tout de suite en dialogue avec l'intelligence artificielle, qui va piller, pomper tout ce qui existe partout sur Internet, et il existe beaucoup de choses, et qui va répondre directement. Et là, ça pose un vrai problème, un vrai questionnement éthique et démocratique, parce que c'est pas un humain qui va répondre, c'est une machine qui va se baser sur du travail humain,
mais quelle sera vraiment sa capacité d'analyse, sa capacité de vérifier ce qui est faux ou pas, surtout si c'est les GAFA qui sont gérés, même si c'est géré par des États, par des États démocratiques, ça pose un problème, mais les GAFA ne sont pas gérés par des États démocratiques. Et ça pose une question, si demain quelqu'un rachète Twitter d'un coup, c'est arrivé d'ailleurs, ou si quelqu'un rachète Google qui s'occupe de cette intelligence artificielle, on aura peut-être de gros problèmes. Par-dessus ça, il y a aussi, vous l'avez vu, les fausses photos, les deepfakes. Ça détruit, en fait, ça peut détruire, ça risque de détruire le rapport à la réalité, à la vérité de tous les citoyens. C'est-à-dire que dès qu'une photo arrive, on va se dire « Ah ben ça c'est un fake ». Des fois ce sera un fake et on ne se dira pas que c'est un fake. Et de l'autre côté, une photo vraie peut arriver et on peut se dire c'est un fake alors que c'est une photo vraie. Et là-dessus, donc le travail des journalistes va être, et de tous les citoyens va être essentiel. Il a toujours été, mais là peut-être ça va se renforcer encore plus. Parce que il y aura toujours plus de défis à relever pour les journalistes là-dessus, en lien de confiance avec les citoyens, alors même que, ça a été dit, le métier de journaliste, l'a dit Roland, de plus en plus de journaux, de sites, donc appartiennent à des ordinateurs qui peuvent faire du chiffre et qui, le mot est peut-être fort, mais ça arrive, qui déshumanise et déjournalise, si je puis dire, la profession. Donc il y a beaucoup de défis à relever. Je pourrais vous dire d'autres là-dessus qui n'avaient pas été dit parce qu'il y a beaucoup de choses. On peut passer aux questions, bah, très bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est parfait. L'heure avance, donc je ne sais pas s'il y a des interventions, des questions sur tous ces sujets. Monsieur Leroy, votre dernier point, qui avait l'air hyper intéressant, très voilà. Non. C'est juste, monsieur Leroy, votre dernier point. Votre dernier. Non, je crois que c'est pas. Non, très près. Bonjour, ça marche? Bon, quand même, on entend. Juste le dernier point de votre exposé avait l'air très intéressant, mais je n'ai pas saisi. Si vous pouviez juste nous reprendre. C'était le point sur le critère de la fiabilité dans l'indexation algorithmique, c'est ça? C'était après, après toutes les crises nommées, Oui. et vous aviez un point de réflexion, j'ai cru comprendre qu'elle avait l'air pertinente. En fait, si c'est bien le point auquel je pense, la construction historique de l'éthique journalistique, enfin, en fait ça remonte d'abord à si on remonte, Révolution française et américaine. La liberté de la presse, c'est la liberté des publicistes. C'est un moment où il n'y a pas vraiment de distinction entre le journalisme, la politique, voilà, l'expression en général. Et il y a des centaines et des centaines de libelles. Se passe le 19e siècle avec un développement de la presse. C'est le moment où aux États-Unis on dit que Hearst, Randolph Hearst, celui qui a servi d'exemple, enfin d'inspiration de Citizen Kane, peut lancer des guerres pour pouvoir nourrir ses journaux, et qu'il envoie ses journalistes avant que les guerres aient été lancées, comme ça il peut parfaitement couvrir. Et puis se développe, un peu au même moment, aux États-Unis et en France, d'abord la professionnalisation du journalisme, avec la création des écoles de journalisme, la première en France par une Dreyfusarde. Aux États-Unis, c'est l'école du Missouri. Bon, puis après en France, ça sera 1924, la hiérarchie catholique créant l'ESJ pour résister à la poussée du cartel des gauches, puis le CFJ créé en 1946, plutôt sur le modèle de l'ENA. Mais en gros, une professionnalisation du journalisme, un développement de l'éthique journalistique, qui, je le disais, est d'émanation syndicale, avec malheureusement
une incapacité à ce qui est un accord trouvé en France et dans de nombreux pays entre les éditeurs de presse, c'est-à-dire les patrons de presse, les représentants des propriétaires et les syndicats de journalistes. Et donc avec des textes qui ont une portée relativement, malheureusement, une portée d'inspiration très grande, mais très faible sur le plan légal. Et puis, la construction, après la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, de la régulation des médias, qui est là une régulation d'État. Avec deux types de régulation. Je pense que quand on parle de régulation, il faut toujours distinguer les deux, et il y a deux chemins qui sont très grands. Il y a la régulation de contenu et il y a la régulation de moyens. De contenu, ça vise à dire, il y a des exceptions à la liberté d'expression, et qui sont des exceptions légitimes au regard du droit international, la vie privée, certains éléments de sécurité nationale, de moralité publique. Alors on peut discuter, d'ailleurs en fonction des pays, de la largeur de cette exception. Et donc la régulation de contenu, elle permet de statuer sur la délimitation entre ce qui relève de l'exception à la liberté d'expression légitime et ce qui n'en relève pas. Et puis tout le champ du légal. Et le champ du légal, il comprend la rumeur, il n'y a pas d'illégalité de la rumeur, le mensonge n'est pas illégal, sauf de plus en plus dans certaines matières économiques. Je sais pas, si une entreprise ment sur ses comptes, c'est pénalement répréhensible, mais ça n'est que dans le champ économique. Les opinions, voilà. Et donc, la régulation démocratique a consisté à appliquer la régulation de contenu et à développer une régulation de moyens pour favoriser le pluralisme et l'intégrité de l'information. Pas pour statuer sur ce qui est vrai ou faux, mais pour statuer sur quels ont été les moyens de production, les moyens utilisés pour la production et la diffusion d'une information, et est-ce que ça répond à des principes d'intégrité. Et ça, donc, on avait dans tout ce champ de l'expression légale, licite, une forme d'organisation. C'est cette organisation qui s'est perdue, et qui s'est notamment perdue, parce que les algorithmes ont beaucoup d'indicateurs quand un algorithme fait des choix, mais pour l'instant, ils ne sont pas attachés à la fiabilité des contenus. Ils ne tiennent pas compte des conditions de production des informations. C'est-à-dire, on peut dire, et l'Union européenne a avancé sur cette question, il faut réguler la publicité politique. C'est-à-dire, si la publicité politique, c'est si un acteur paye pour que son contenu soit promu sur Facebook, il faut qu'il soit identifié. Il peut y avoir des limites. Mais en fait, ce que Facebook ne sait pas, Facebook, Google, TikTok et les autres, c'est dans quelles conditions a été produit un contenu en amont de la plateforme. Et là, aujourd'hui, les contenus produits dans des conditions de corruption ou de malhonnêteté intellectuelle sont placés exactement à la même enseigne que ceux qui ont été produits dans des conditions d'indépendance éditoriale, avec du contradictoire, une méthodologie, une prohibition des conflits d'intérêts. Ils se retrouvent situés de la même manière, avec quelques petites exceptions dont je vous parlais, mais du fait des biais cognitifs, de l'organisation algorithmique, du fait que certaines études ont prouvé que des informations fausses pouvaient circuler plus vite que des vraies, finalement il y a une espèce d'avantage concurrentiel. Et donc il faut trouver un moyen de redonner un avantage à des contenus produits dans des conditions de fiabilité satisfaisantes. Et pour ça, il y a un moyen. Alors nous, on a développé une initiative qui est en train de se développer dans l'ensemble du monde et qui est structurelle, qui vise à statuer non pas sur les contenus, jamais, mais sur les processus des médias en termes d'indépendance éditoriale, de respect, de mise en œuvre de méthodologie, de respect éthique, et qui utilise un mécanisme, ça peut paraître saugrenu, mais qui utilise la normalisation au sens ISO du terme, la certification, il y a un marché de la certification, qui marche très bien dans d'autres secteurs, et qui est juste un moyen d'apporter des garanties sur des processus. Et le journalisme, ça n'est jamais qu'un processus de collecte, de traitement et de diffusion des informations. Donc on a créé un dispositif qui permet de statuer sur des processus, de vérifier la conformité des médias, sans que ce soit nous qui vérifions, mais il y a un marché pour ça, pour ensuite redonner un avantage en termes d'indexation algorithmique, d'affectation des dépenses publicitaires, d'allocation des fonds publics ou philanthropiques, puisque la philanthropie joue un rôle le plus important qu'on ne veuille pas dans le secteur.
Pardon, j'ai peut-être été un je te vois. Et donc il y a des moyens, mais maintenant il faut les mettre en œuvre parce que les plateformes résistent. Comme ça, on pourra vous dire qu'on ne vous entend pas, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça fonctionne, merci beaucoup. Oui, on est ici pour essayer de faire vraiment une idée, et moi je remercie l'appel des appels d'avoir organisé cette réunion. Je suis catastrophé depuis des années de ce qui se passe au niveau de l'information. J'ai vite fait que je parle, j'ai travaillé notamment longtemps en banlieue très difficile, j'ai travaillé longtemps dans un lycée reconnu, même par l'administration, à haut risque. Je sais très bien qu'il n'y a pas que des établissements scolaires à haut risque, on va faire un petit peu d'hierarchisation. Mais honnêtement, puisqu'on parle de pilier de la démocratie, il y a un sacré problème depuis un paquet d'années. Et je voulais dire que, puisque je parle de l'éducation, on a eu, vous vous rendez compte, dans l'éducation, le directeur des programmes qui s'appelait banquier. Par exemple, sur l'économie politique, il ne faut plus évoquer l'information d'analyse marxiste. Je schématise avant pour aller très vite, pour pas me faire la parole. Et donc, dans l'ensemble des médias, on a bien vu qui était, moi je dis le mot, censuré. Tout ce qui était avec une option, on va dire, évolution révolutionnaire, il ne fallait surtout plus en parler. C'était, pour être clair, et peut-être je suis schématique, c'était soit l'ordo-libéralisme, ce qui met l'ordre bien libéral, et on voit bien où on en est, puisque aujourd'hui on est là, et on voit bien qu'ils font le lit, ou alors il y avait un tout petit peu le social-démocratique. Donc, on a mis une situation, moi j'essaye, je ne suis pas journaliste, et dernièrement j'ai lu dans l'Humanité des Dimanches, Sophie Binet, qui est devenue secrétaire générale de la CGT, secrétaire nationale de la CGT, et elle faisait une rubrique à un moment donné, et elle indiquait, par rapport aux milliardaires qui possèdent la presse, elle indiquait, je pense que c'est important, vu ce que vous avez dit, que nous communiquions un petit peu les informations que nous avons. Elle disait, plus de 80% de la presse quotidienne nationale appartient aux milliardaires. 57%, on parle d'audience, hein, 57% des télévisions et 47% des radios. Alors vous avez parlé de basculement, de nouveaux paradigmes, mais c'est gravissime. C'est gravissime où nous en sommes. Pour ça, je remercie encore l'appel d'avoir fait ceci. Je me demandais depuis quand, enfin, on allait parler de tout cela, quoi. Comme le disaient mes amis, avec tout ce qu'on prend à la radio, c'est sa formule, depuis 30 ans, moi je pense que c'est au moins depuis 40 ans. Et je ne dis pas qu'il y avait, comme vous l'avez indiqué, la démocratie avant. C'était complexe, vous aviez bien analysé. Voilà, je pense que quand même, il faut partir de là pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Parce que je le dis fortement, et bien sûr il y a des diverses positions qui ont été suggérées à la tribune, je pense quand même que vous avez raison, je vais citer votre nom parce que vous ne connaissez pas auparavant, mais monsieur, je ne crois pas votre nom, monsieur Deloire, je pense que vous avez raison, quoi. Attendez, on est passé à autre chose. Et il faut donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui qu'on fasse un état des lieux et qu'on voit, puisque ça va être l'objet du climat, vers où on va. Donc, répète, l'éducation, elle est gravement entachée, hyper gravement. Et aussi, le pilier que constitue la presse, et quand on dit la presse est un terme générique, voilà où nous en sommes. Et je terminerai d'un mot. Est-ce qu'on va un petit peu parler aussi, et je terminerai de là, des médias alternatifs? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme vous le savez, il y avait une telle presse, ça je dis avant, c'était pas l'âge d'or, qui était donc tenue par le pouvoir central, c'est-à-dire pro-capitaliste, on va dire police, je ne vais pas développer tout le monde ici, c'est ce qu'on parle, et il y a eu à un moment donné, enfin, la nécessité de créer une presse, des médias alternatifs. Sauf que, où ils ont été un petit peu rachetés, ou en tout cas, ils ont été étouffés. Ils demandaient une part de pouvoir passer à l'antenne, je me rappelle sur Paris à l'époque, ça n'a pas été accepté, évidemment, ni sur le pouvoir, on va dire, classique de droite, ni sur le pouvoir social-libéral. Voilà les faits, et les faits sont têtus, on ne va pas employer une formule trop... Alors moi je terminerai là-dessus, sur un mot, au Brésil, et dans un autre pays, au moins en Amérique du Sud, il a été décidé de donner, je crois, à peu près 20% de crédit pour que
je dirais, des alternatives puissent s'exprimer. Je donne tellement pour éclairer toute chose, une chose simple. Quand par exemple il y a une grève, des fois qui fait 1 ou 2 mois, bien sûr toujours, presque toujours, sur le service public, dans l'information, jamais quasiment une autre radio de télé ne dit pourquoi il y a la grève. Jamais. Alors je ne parle pas, je vais de côté de l'humanité. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à David Assouline, et puis après on prendra une autre question, puis après on va clore cette... Ma question est en vrai sur quelque chose que dit David Assouline. Bon, allez-y alors. Voilà, et puis on clôturera. Voilà. Oui. Bonjour, François Cador, avocat honoraire. François Cador, avocat honoraire. David Assouline a évoqué l'article 34 qui dispose la loi fixe les règles concernant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Bon, c'est très bien, ça concerne les entreprises, la forme, les journaux, etc. Seulement, la même révision constitutionnelle, à son article 4, exposait la loi garantit les expressions pluralistes des opinions. Ça veut dire que dès qu'une opinion devient un peu conséquente, eh bien, la loi peut organiser la dissidence de cette opinion, la destruction de cette opinion, dans un cadre d'hyperconcurrence des opinions. Il y a un problème de ce côté-là. On va clore, je pense. Je crois que... Bon, je ne crois pas que c'est ça que veut dire la Constitution. Organise le pluralisme. Organise le pluralisme des opinions. Ça ne veut pas dire détruire l'opinion majoritaire. Bon, en tous les cas, moi ça ne me choque pas qu'on doit organiser le pluralisme. Et même si je suis majoritaire un jour de l'opinion, je considérais qu'il faudra, au pied démocratie, organiser le fait qu'elle soit contestée. Et que, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est Camus, la démocratie c'est d'abord le droit des minorités. Et ceux qui ont toujours été dans la majorité l'ont peut-être oublié. Mais moi, y compris dans les partis politiques, etc., j'essaye, quand je suis majoritaire, de me comporter vis-à-vis des minorités exactement comme je le souhaitais quand j'étais minoritaire. Voilà, c'est ça la démocratie. Mais c'est pas là-dessus que je voulais en même temps conclure et répondre à un aspect de ce qui a été dit. En réalité, il y a un vrai enjeu effectivement dans l'éducation, à l'école. Ça, c'est une conviction profonde parce que, en fait, la mutation technologique avec le pouvoir des images, etc., notre système éducatif, il n'a pas été préparé à ça. La critique, la découverte du monde se faisait par l'écrit, y compris les analyses de textes, etc. C'était les épreuves, le passage obligé. Et puis d'un coup sont arrivées des images. Et on n'a pas appris à décrypter les images. Et je pense que là, il y a un gros boulot à faire. Parce que si on devait sonner un peu plus profondément par quel support on s'informe pour les jeunes, c'est d'abord l'image. Donc décrypter une photo, décrypter un dessin, décrypter une image animée, décrypter une vidéo, savoir l'analyser, savoir la contester, savoir ce qu'il y a en dessous, comment elle est fabriquée, c'est fondamental. Ça, c'est sur le fond de l'éducation, hein, la structure mentale presque, dans laquelle, dès le plus jeune âge, et là, on a laissé les jeunes à l'abandon. C'est-à-dire que quand Internet est arrivé, les parents ne pouvaient pas remplir leur rôle éducatif parce qu'ils étaient moins informés, on va dire, moins habiles sur les ordinateurs, etc., que leurs enfants.
Et les profs, on n'a jamais considéré qu'il fallait les former et que ça faisait partie intégrante de leur métier. Ils étaient, au début, je dis, assez démunis. J'avais interrogé un ministre de l'Éducation à l'époque, il me dit « Oh, arrêtez, on finit le plan d'informatisation de l'Éducation nationale, c'était en 2007, c'était la Darcos. On finit le plan d'informatisation, et en fait, c'était... en gros, il y aura des ordinateurs dans toutes les classes. Et c'était de la location. C'était de l'achat, pardon. Ça m'a semblé fou. Je me suis dit, mais il vient de finir, ça fait 10 ans qu'il nous en parle, et tout va être mis à la poubelle, parce que si c'est de l'achat, ce matériel-là, il est déjà caduc. Et donc, il y a toujours eu une espèce de passéisme et de conservatisme et de manque de créativité et d'audace dans ce domaine. Et donc, on a dit, le net, c'est la liberté. En fait, c'était l'abandon des jeunes. C'est pas de la liberté, il était abandonné. Et on ne parle pas de tout ce qui peut être si prédateur, etc. Parce que ça, c'est un vrai enjeu aussi. Mais je parle de cette capacité critique à se mouvoir dans cet univers. Donc l'éducation, c'est très important. Ensuite, je pense que, parce que ça va être un débat d'ailleurs au Sénat, que dans le monde de la télé, il faut faire attention à défendre de façon très exigeante le service public de l'information et de la télévision. Radio France, France Télévisions. Ils sont dans le collimateur. Et à chaque fois, ils sont dans le collimateur. Ils ont fait des efforts gigantesques de rationalisation, de travail en commun, de synergie, etc. C'est jamais assez. Et moins il y a de moyens, plus ils sont démunis, non seulement face à la concurrence privée qui existe, mais aussi face aux plateformes américaines qui, elles, détruisent tout sur leur passage. Je ne pense pas que c'est un univers qui échappe à la loi, les plateformes. La preuve, on a tenté de légiférer sur Google, mais je pense qu'on pourrait, et au niveau européen et au niveau français, être beaucoup plus exigeant dans la régulation des plateformes et de leur façon de se mouvoir sur notre territoire. Je vous donne un exemple. Quand je faisais cette loi sur Google et la presse, d'un coup, je reçois un coup de fil de Washington, du patron Google News. Une espèce de grand monsieur, très influent et très puissant. Et il dit, vous allez me voir, je viens à Paris. En gros, la conversation, c'était, et il avait l'air convaincu, c'était, en fait, on va agir pour la liberté de la presse, et on va donner tant de millions dans le monde pour qu'elle puisse vivre. Et moi, je ne vous demande pas le mot. Je demande que vous rentriez dans le droit, tout simplement, et ce qui vous est imposé. Si vous ne fabriquez pas l'information, vous payez ceux à qui vous la volez. Vous arrêtez de voler. Et pourquoi ça avait de l'importance, ce petit pays, la France? C'est que si on commençait, eh bien, ils savaient ce que ça signifiait. Aux États-Unis, en Australie, etc., comment ça allait se répandre comme une traînée de poudre, les législations pour encadrer leur taux de puissance. Donc, parce que, attention, je connais, je sais qu'on est dans un moment de transition, de révolution technologique où nos modes de régulation, qui ne sont pas assez appliqués, ils ne sont pas seulement caducs, sont caducs, qu'il y a un nouvel espace, qu'on dit donc on ne peut plus rien faire. C'est pas ce que tu dis, hein. Loin de là. Loin de là. Donc, c'est très bien que c'est pas tout ton propos. Mais ce genre de choses s'installe. C'est-à-dire que si ce n'est pas le législateur, si les États sont trop petits, si c'est mondial, s'ils ont de tels moyens, oui, je pense qu'on peut faire, mais il faut maintenant les affronter et ils sont surpuissants. Et cet affrontement, il va coûter, parce que des fois ils menacent. Quand l'Espagne a voulu faire la même chose que nous en France, ils ont dit on vous désindexe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... on vous désindexe toute l'Espagne de Google. Enfin, on ne peut plus chercher sur le moteur Google en Espagne.
Et ils savaient que la presse serait affectée par ça. Parce qu'aujourd'hui, la presse a un gain par le fait qu'on puisse voir tel article ou tel autre article. Et l'Espagne a reculé à ce moment-là. On n'a pas fait cette hésitation. Donc ils ont des pouvoirs puissants, mais maintenant on n'a pas d'autre choix que d'y aller, franco, parce que c'est la démocratie vraiment qui est en jeu, au sens littéral du terme. Et je pense que l'autre alternative, c'est de développer les médias indépendants. Ce que vous avez dit. D'accord ? Le service public de télé, être offensif face aux plateformes, mais aussi se battre à chaque fois pour que les médias indépendants puissent donner un autre son de cloche, qui est un autre choix que ceux contrôlés par ces milliardaires. Donc on va clore simplement une petite conclusion de notre côté, et puis ensuite on clôt le débat. Ah non, c'est bon. Bon, bah alors c'est terminé. On passe au